Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le chômage encore à la baisse, 26 300 demandeurs d'emploi en moins au mois d'avril, c'est ce que vient d'annoncer le ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo. Des incidents violents et intenses la nuit dernière à Montfermeil et à Clichy où avait démarré la crise de l'automne dernier. Ils ont opposé des policiers à une centaine d'émeutiers cagoulés. Le domicile du maire de Montfermeil a été caillassé. L'affaire Clearstream, Jean-Louis Gergorin, qui a reconnu être le corbeau, est interrogé depuis ce matin sous le régime de la garde à vue. Les enquêteurs cherchent à savoir qui lui a donné le fameux listing de compte bancaire et s'il savait qu'il s'agissait d'un montage. Le bilan du tremblement de terre en Indonésie a encore été revu à la hausse, 5700 morts. 2 avions cargo français sont arrivés sur place à Java, avec à bord plusieurs dizaines de secouristes. En France, la météo qui perd la tête, il a neigé dans les Vosges et les températures sont tombées à 10 degrés à Strasbourg. Dans le sud, le Mistral attise les incendies, 150 hectares de pinèdes ont brûlé dans le massif de la Sainte-Victoire. Enfin, Roland-Garros est le retour gagnant de l'ancienne championne Martina Hingis. Elle s'est qualifiée en moins d'une heure pour le deuxième tour. Côté français, victoire de Gaël Monfils et de Paul-Henri Mathieu. C'est un chiffre qui tombe à pic pour le gouvernement. Le chômage a donc à nouveau diminué au mois d'avril, 3e baisse consécutive. Elle résulte davantage du retour des contrats aidés et du développement de l'apprentissage que de la croissance économique. Vincent Fourcade, Grégory Vasseur. Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Pour le 3e mois consécutif, le taux de chômage est à la baisse. Fin avril, il reculait de 1,1%. La France comptait donc le mois dernier 2 262 000 chômeurs. Le taux de chômage s'établit à 9,3% de la population active. 26 300 chômeurs de moins sur un mois, une baisse qui s'explique selon le gouvernement par la montée en puissance du plan de cohésion sociale. L'apprentissage pour les jeunes, plus 15%. Professionnalisation, plus 18%. Les services à la personne sont en train d'exploser, plus 34%. C'est toute cette mécanique-là qui nous permet de croire vraiment en un avenir meilleur. Une bonne tendance qui profite à toutes les catégories de chômeurs, notamment en moins de 25 ans, moins 10,4% sur un an. Baisse également chez les plus de 50 ans, mais moins spectaculaire, moins 5,7% toujours sur un an. Des chômeurs qui en moyenne seront restés 401 jours dans les fichiers de la NPE avant de retrouver un emploi. De bons chiffres et au final, une bonne journée pour le ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, longuement applaudi par les députés UMP cet après-midi à l'Assemblée nationale, après son intervention sur l'avenir du logement social. L'Assemblée qui reprenait ses travaux aujourd'hui, la séance des questions a été dominée par les suites de l'amnistie accordée par Jacques Chirac à Guy Drut. Elle a suscité la réprobation générale, non seulement à gauche, où l'on parle de République bananière, mais à l'UDF. Ils sont devenus fous, a estimé François Bayrou, et même à l'UMP, où plusieurs députés ont estimé que la mesure était catastrophique pour l'image des politiques. Le président de l'Assemblée, Jean-Louis Debré, lui-même, fidèle de Jacques Chirac, juge la décision, je cite, plus dramatique que le CPE ou Clearstream. Le spectre de la crise des banlieues a ressurgi la nuit dernière à Montfermeil. Tout est parti d'une opération de police hier après-midi dans la cité des Bosquets. Les incidents ont duré plusieurs heures. Ils ont été qualifiés d'intenses et de violents par la police et par le maire de Montfermeil qui a été directement pris à partie. Frédéric Crotta, Mathieu Birden. Au petit matin, des débris encore fumants jonchent les rues de la cité des Bosquets. Comme au mois de novembre dernier, ce quartier qui accueille un tiers de la population de Montfermeil s'est embrasé. Il y avait du feu partout, de tous les côtés, vous voyez même des traces de feu. Et puis vraiment, c'était comme au mois de novembre, des vraies scènes de guérilla urbaine. Pendant 4 heures, une centaine de jeunes, pour la plupart cagoulés, armés de battes de baseball, ont affronté les forces de l'ordre. Expédition contre la mairie, porte d'entrée en miettes et de cocktails Molotov lancés sur les fenêtres. À l'origine de ces heurts, une perquisition au rez-de-chaussée de cet immeuble au domicile d'un mineur de 14 ans soupçonné de vol. Une perquisition qui aurait mal tourné. Ça se passe mal dans l'appartement et ça dégénère. Il y a un collègue qui est blessé, donc les collègues se retirent parce que forcément il y a un blessé. On ne peut pas mener une opération de perquisition en se battant, c'est pas possible, c'est une opération judiciaire. On ressort. Les jeunes s'aperçoivent qu'on quitte les lieux, donc eux ça leur fait prendre de l'assurance et ainsi de suite, après ça va crescendo. Selon certains témoins, les policiers auraient quelque peu malmené la famille du garçon interpellé, en particulier son frère et sa mère. Du coup le jeune il s'est défendu et sa mère elle était pieds nus. Elle est venue voir ce qui se passait, elle est sortie de la maison et elle aussi l'ont aspergé de gaz lacrymogène. Ils se sont mis à 5 sur la maman
Ils ont commencé à la porter, à commencer à la traîner. Pour la seconde fois en un mois, le domicile du maire a été caillassé. Un maire qui n'avait pas hésité il y a quelques semaines à prendre un arrêté anti-bande. Une mesure très critiquée, invalidée par le tribunal administratif. Au lendemain de ces incidents, l'élu campe sur ses positions. Ni démissionner, ni déménager. Je peux vous dire que ce matin, le conseil de famille que j'ai tenu, mes enfants étaient unanimes en disant qu'il est hors de question qu'on prenne d'autres dispositions que de vivre là où on habite. Ce soir, un dispositif policier spécial a été mis en place à Montfermeil. Et le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy est attendu ce soir au commissariat le plus proche, celui de Gagny, pour y rencontrer les policiers qui sont intervenus la nuit dernière. 7 d'entre eux ont été légèrement blessés. La police qui, pour faire baisser la tension, cherche depuis plusieurs années à ouvrir son recrutement aux jeunes issus des banlieues. C'était le cas pour les gardiens de la paix. C'est aussi le cas, depuis peu, pour les commissaires. Près de Lyon, une classe préparatoire au concours a été créée spécialement. Reportage Loïc Delamornay, Guillaume Viard. Un préfet, 4 commissaires divisionnaires, une psychologue, c'est le jury que doit affronter cette jeune femme pour le grand oral du concours de commissaire de police. Dans les quartiers, on parle souvent des bacs. Est-ce que vous pensez que c'est un instrument à revisiter? Le caractère un peu trop brusque peut-être des méthodes. J'ai déjà été en présence de mon frère qui s'est fait contrôler et on n'hésitait pas à le tutoyer alors qu'on ne le connaissait pas. La jeune femme sait de quoi elle parle. Elle vient d'un quartier difficile. Ouvrir le métier de commissaire à d'autres milieux, c'est la vocation de cette classe préparatoire. Ce grand oral est en réalité un entraînement. Au même moment, Abdelhafid Shrayet révise en bibliothèque. Matières arides, finances publiques, droit pénal, droit international. Contrairement aux autres candidats, les 13 élèves de la classe prépa sont internes à l'école des commissaires. C'est de l'égalité des chances, c'est pas de la discrimination positive, rien n'est acquis, mais c'est une aide indispensable pour nous remettre au même niveau social que n'importe quel autre candidat. Mais c'est pas rien n'est acquis, non. On peut très bien ne pas l'avoir, je peux très bien ne pas avoir le concours. C'est au tour de Céline Astier de disserter pendant une demi-heure devant le jury. Sujet, la police est-elle rentable? Elle vient d'un milieu modeste, commissaire est une vocation de petite fille. On nous demande d'être nous-mêmes, et c'est tout l'intérêt d'être nous-mêmes pour faire valoir nos personnalités. Je crois que la fonction de commissaire de police doit être occupée par des personnalités et pourquoi pas nous? Ce sont eux qui veulent être des acteurs. Ils veulent être des acteurs et ils ont saisi cette occasion qui leur est donnée. Et une des grandes demandes qui a été faite, c'est que toutes les administrations aident à passer le concours. Aucun élève de la classe n'a accepté que nous retournions avec lui dans son quartier d'origine, parfois sensible. En privé, certains avouent être mal vus depuis qu'ils préparent leur entrée dans la police. Dans quelques semaines, ils passeront le concours final avec tous les autres candidats. Seuls 10% seront reçus. Ils entreront alors officiellement à l'école des commissaires pour en ressortir 2 ans plus tard en uniforme. Une journée importante dans l'affaire Clearstream. Depuis plus de 10 heures maintenant, l'homme qui a reconnu être le Corbeau, Jean-Louis Gergorin, ancien numéro 2 de ADS, est interrogé par les enquêteurs. Il a été placé en garde à vue dès son arrivée à la police financière. Olivier Caroff, Alexis Oran. Vitres teintées, policiers en faction, Jean-Louis Gergorin espérait une entrée discrète chez les enquêteurs. Après avoir multiplié les interviews la semaine dernière, le suspect numéro 1 de l'affaire Clearstream a été immédiatement placé en garde à vue. Il peut être interrogé pendant 24 à 48 heures et les questions à lui poser ne manquent pas. Premièrement, qui est sa source? Jean-Louis Gergorin appelle ainsi son informateur. Quelqu'un capable d'infiltrer Clearstream, il lui aurait remis des listings trafiqués avec les soi-disant comptes secrets de plusieurs personnalités, dont Nicolas Sarkozy. Jean-Louis Gergorin affirme que la vie de cette source est en danger. Même s'il va en prison, dit-il, il taira son nom. Mais il a distillé certains détails qui conduisent à Imad Laoud, ancien financier, informaticien recruté par Jean-Louis Gergorin. Imad Laoud a reconnu avoir récupéré des listings authentiques, mais il a toujours nié les avoir modifiés. Deuxième question. Quel rôle a joué le Premier ministre? Jean-Louis Gergorin le connaît de longue date. Début 2004, lorsque Dominique de Villepin était ministre des Affaires étrangères, les deux hommes ont tenu une réunion avec un haut responsable des services secrets, le général Rondeau. Ils l'ont chargé d'enquêter sur les listings. Il a conclu à une manipulation. Dominique de Villepin pouvait-il l'ignorer? En tout cas, il n'en a jamais prévenu la justice. Dernière question. Pourquoi avoir envoyé des lettres anonymes au juge Van Ruymbeck?
Jean-Louis Gergorin prétend avoir parlé de cette méthode avec le magistrat. Il ne voulait pas apparaître publiquement comme un dénonciateur. Raison invoquée, encore des craintes pour sa vie. Peur réelle ou calcul d'un manipulateur, c'est précisément ce que tentent d'établir en ce moment même les enquêteurs. Justice encore, cette fois c'est sûr, après 12 ans de détention, Jean-Marc Deperroy va retrouver la liberté sans doute dans les prochaines heures. La Cour d'appel a confirmé sa libération conditionnelle. Jean-Marc Deperroy, vous le savez, avait été condamné à 20 ans de prison dans l'affaire de la josacine empoisonnée. Dominique Verdaillan, Franck Brisset. 2 mai 1997, ouverture du procès. À quelques mètres les unes des autres, des familles qui se déchirent. Sur le banc des victimes, les parents de la petite Émilie. Leur intime conviction est faite. Assise dans le public, Anne-Marie Deperroy, l'épouse de l'accusé, elle croit en l'innocence de son mari. Les époux Tocqueville, Jean-Marc Deperroy a voulu se débarrasser de son rival, le mari de sa maîtresse. Le cyanure a été versé dans de la josacine, mais c'est Émilie Tanet, 9 ans, qui l'a bu et qui est morte. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle, Jean-Marc Deperroy bénéficie d'une libération conditionnelle après 12 ans de détention. C'est une première étape dans la mesure où, comme vous le savez, le principal combat de Jean-Marc Deperroy, c'est la reconnaissance de son innocence. C'est la raison pour laquelle il avait déposé par notre intermédiaire une requête en révision et nous espérons bien évidemment qu'elle va aboutir afin que son innocence soit enfin reconnue. Les magistrats de la Cour d'appel de Versailles interdisent à Jean-Marc Deperroy de se rendre dans la Seine-Maritime, lieu du drame, d'évoquer publiquement l'affaire. Il doit enfin indemniser les victimes, des victimes résignées face à cette libération. Deperroy va sortir, on n'en a pas fini avec la justice. Enfin, c'est quoi cette justice-là? C'est cette justice, en fait, qui part tous azimuts et qui dit à un moment donné ah ben non, là on peut pas, bah oui, là on peut, et puis là, le condamné a fait la moitié de sa peine, donc il a le droit de sortir. Non, 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 moi je suis désolée, dans une affaire aussi sensible que celle-là, les choses n'auraient pas dû se passer comme ça. Dans sa cellule, Jean-Marc Deperroy a préparé ses affaires. Il pourrait sortir de prison dès demain. On revient maintenant sur des incidents intervenus dimanche dernier au cœur du quartier juif du Marais à Paris et qui ont révélé au grand jour l'existence d'un groupuscule extrémiste noir, Tribu K, un groupuscule qui exalte la négritude et qui est soupçonné de racisme. 20 à 30 personnes se réclamant de ce groupe avaient fait irruption rue des Rosiers en criant des menaces à caractère antisémite. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur demande l'interdiction de son site internet. Enquête, Jérôme Soulard, Régis Maté. La scène se déroule dimanche à 17 h rue des Rosiers, l'un des quartiers juifs de la capitale. Filmé sur un téléphone portable à l'image d'une trentaine d'hommes noirs, habillés de noir, sans armes, mais menaçants. Aucune violence, mais d'après les habitants du quartier, des intimidations. Les gens étaient terrorisés, madame, parce que 40 individus, s'ils étaient passés à l'acte, il y aurait eu des morts. Ouais, ils sont arrivés une quarantaine en hurlant, en demandant le bétard et la LDJ. Bon, ils ont avancé, ils ont poussé des mères de famille. Bon, ils étaient prêts à se battre, hein, ils avaient les poings américains. Le Bétard et la LDJ, la Ligue de défense juive, sont des groupes extrémistes, souvent violents, les ennemis jurés de la tribu K. C'est pour les défier, nous explique Kémy Seba, que son groupe est venu dimanche parader dans la rue des Rosiers. Des groupuscules juifs coupables à ses yeux d'agressions physiques contre des Africains. Si menace antisémite, c'est dire que nous recherchons des criminels sémites qui ont effectué des exactions vis-à-vis de notre communauté, si c'est ça être antisémite, alors dans ce cas, nous sommes antisémites, si c'est ça être antisémite. Nous n'avons pas dit mort aux juifs, nous n'avons pas dit que nous voulions carcériser tous les juifs, nous avons dit que nous voulions nous occuper des milices juifs qui tabassent les noirs. Face à notre caméra, le leader de Tribu K reste prudent, mais d'après Jean-Yves Camus, politologue, l'idéologie du groupe est sectaire. Séparation des races, supériorité noire, refus du métissage. Antisémitisme. Vous dites c'est un groupe qui est clairement antisémite. C'est un groupe antisémite. Tribu K, 50 personnes au maximum, qui affirment défendre la cause noire contre l'esclavagisme blanc. Voici une interview diffusée sur le site internet de Dieudonné, l'humoriste politicien. Sale nègre, les juifs auront ta peau. Ceux qui ont dit ça, moi je les menace. Moi je les menace et je leur dis que si vous touchez à un seul cheveu, même s'il n'en a d'ailleurs pas beaucoup, de Youssouf Fofana, on s'occupera des papillotes de vos rabbins, je l'ai dit. Depuis, Dieudonné a pris ses distances et a condamné ce qu'il appelle un discours radical et anticommunitariste. Les représentants du Conseil représentatif des associations noires disent ne pas être surpris de l'émergence d'un tel groupe et condamnent. Moi je condamne avec fermeté toutes les violences et tous les extrémismes d'où qu'ils viennent, notamment celui exprimé par ce groupe.
Ça fait longtemps que le CRAN dit qu'en laissant une population délaissée et en n'entendant pas le message d'égalité qu'elle exprime, eh bien on laisse la porte à des mouvements radicaux. Plusieurs habitants de la rue des Rosiers ont déposé plainte contre Tribuca. Quant au ministre de l'Intérieur, il veut faire interdire le site internet du groupe. Politique, les Verts font durer le suspense. Le parti devait dévoiler aujourd'hui le nom de son candidat ou de sa candidate pour la présidentielle, mais la primaire n'a pas permis de départager clairement les deux finalistes, Dominique Voynet et Yves Cochet. 2 voix seulement les séparent sur plusieurs milliers. Résultat, un nouveau décompte sera organisé demain. À Clermont-Ferrand, à la veille des obsèques d'Édouard Michelin, une chapelle ardente a été installée cet après-midi dans la cathédrale. Des centaines de personnes sont venues se recueillir devant le cercueil, y compris, vous le voyez, le père du défunt, François Michelin. En ce qui concerne l'enquête menée au large de l'île de Sein, les plongeurs de la Marine nationale n'ont pas retrouvé à l'intérieur de l'épave le corps de Guillaume Normand, le marin-pêcheur qui était également à bord. L'hypothèse d'une collision est exclue. Les plongeurs ont remarqué qu'un cordage était enroulé autour de l'hélice, mais il n'est pas possible de dire si c'est la cause ou la conséquence du naufrage. Les dernières heures pour les impôts, vous avez jusqu'à demain soir pour remplir et poster votre déclaration de revenus. Les autorités espéraient que le formulaire pré-rempli, grande nouveauté cette année, allait faciliter les choses. En fait, les centres des impôts ne désemplissent pas. Le besoin d'explication est toujours le même. À Poitiers, François Privat, Fabien Tormos. Toujours au dernier moment. Chaque année, c'est pareil. Le contribuable français traîne des pieds quand il s'agit de faire parvenir sa déclaration à l'hôtel des impôts. Ça fait toujours mal, même si c'est normal et honnête, mais ça fait toujours mal de payer. Pourquoi vous avez attendu quasiment le dernier moment? C'est parce que c'est ma femme qui traîne toujours, je suis mal marié. Caché derrière la boîte, c'est le responsable du centre des impôts qui joue les facteurs. Toutes les heures, on est obligé de vider cette boîte aux lettres pour faire de la place et permettre aux usagers de venir déposer, d'avoir de la place pour déposer. Vous voyez, c'est en permanence. Une longue file d'attente, mais les contribuables mécontents de la déclaration pré-remplie sont déjà venus il y a un mois. Selon la direction des impôts, dans 80% des cas, pas de problème. C'est un point extrêmement positif pour une grande partie des usagers et en particulier peut-être pour les personnes âgées qui avaient quelques soucis avec leur pension, les pensions de reversion, celles qui étaient imposables ou pas. En revanche, bug fréquent pour les couples récemment divorcés. Aujourd'hui, on vient régler les derniers petits ennuis, comme Delphine, confrontée à sa toute première déclaration d'impôt. Ça vous paraît difficile? Ah non, pas là. Bah là, non, en fait, c'est simple. Mais bon, comme il y a tellement de choses dedans quand on voit comme ça. Quand ils repartent, ils sont soulagés et ils passent une bonne soirée. On vient de dépasser les 2 600 000 déclarations sur Internet, un vif succès, plus 50% par rapport à la même époque de l'année dernière. À l'étranger, le bilan du tremblement de terre en Indonésie a encore été revu à la hausse, 5700 morts. Les sauveteurs du monde entier ont débarqué sur l'île de Java. Parmi eux, quelques dizaines de secouristes français. Envoyés spéciaux Philippe Rochaud, Sylvain Guillaume. Dans le village d'Inogini, aucune maison n'a résisté. On a compté 3000 morts ici. La plupart des survivants ont gagné la ville car il ne reste que des ruines et l'eau a été coupée. Les petites entreprises se sont effondrées, comme cette fabrique de meubles. Les 35 ouvriers trient les tuiles en bon état et les tuiles brisées pour reconstruire un jour. Ils ne comptent que sur eux-mêmes. Le gouvernement ne peut pas nous aider à reconstruire pour l'instant. L'aide se fait surtout au niveau privé et familial. Il faut penser d'abord à manger et on reconstruira après. Le quartier général de l'aide internationale n'est pourtant pas loin, avec ses quelques 20 nations représentées, mais difficile de coordonner les initiatives des centaines d'ONG. Il y a du monde encore. L'équipe de Pompiers sans frontières, venue d'Aceh, la province du tsunami, doit chercher par elle-même les victimes, sur seule indication des habitants. Avec eux, 2 pompiers indonésiens qu'ils ont formés aux catastrophes. À Aceh, on devait aller chercher les victimes très loin, car il y a eu tremblement de terre et tsunami. Ici, il y a eu seulement un séisme et les victimes n'ont pas été emportées. À Inogini, les maisons sont basses et les personnes coincées sous les décombres ont déjà pu être retirées. Il n'y a pas d'espoir de retrouver d'autres survivants. C'est un petit peu tellement étendu que donc c'est assez difficile de savoir où vraiment étaient vraiment les choses graves, si vous voulez, s'il y avait trop, où il y avait les blessés facilement récupérables, si vous voulez. Les survivants se retrouvent pour la nuit sous des bâches de fortune. Il y a ceux qui n'ont plus de toit et ceux qui ont peur de rentrer chez eux par crainte d'un nouveau tremblement de terre
et regardent leur malheur à la télévision. On estime que 200 000 personnes dorment ainsi dehors depuis le début du tremblement de terre de samedi dernier. Mais le cauchemar est peut-être proche de la fin, car l'aide humanitaire commence à arriver jusqu'à elles. En tout cas, on l'a compris, les Indonésiens n'ont pas attendu cette aide internationale pour se mettre au travail. Si le dénuement avait un visage, ce serait peut-être celui de ce vieil homme de 70 ans. Il a perdu une grande partie de sa famille. Il est seul au milieu des décombres. Christelle Bertrand. Il habitait là, avec sa famille. Surpris en pleine nuit par cette terre qui s'est mise à trembler, le vieil homme de 70 ans a vu sa vie basculer. Ma fille est morte. Elle est sortie de la maison, mais elle s'est rendue compte que son fils était toujours à l'intérieur. Quand elle est retournée dans la maison, elle a été écrasée par un mur. Avec quelques voisins, à main nue, il a cherché sa fille. Un moment, il l'a entendue appeler au secours, mais il l'a découverte trop tard. Sous les décombres, il a aussi trouvé le corps sans vie de son neveu. Son petit-fils, lui, est sain et sauf. Dans la panique, il a pu s'extirper tout seul des débris. Sa femme aussi est en vie. Elle a juste une jambe cassée. Aujourd'hui, Yelani tue le temps à sa façon. Inlassablement, il arrache aux décombres quelques objets. Le séisme a détruit mon quartier et ruiné ma famille. Nous avons besoin d'aide du gouvernement indonésien et de la communauté internationale pour soulager notre malheur. À côté de l'endroit où il vivait, les sinistrés du quartier ont construit de quoi s'abriter. Ils n'ont plus rien à manger. Yelani, comme des milliers de Javanais, attend maintenant qu'on vienne l'aider. En bref, toujours à l'étranger, Romano Prodi, conforté en Italie par les élections municipales. La gauche l'emporte à Rome, Turin et Naples, où les maires sortants ont été reconduits dès le premier tour. La droite conserve la ville de Milan, mais de justesse. Et Silvio Berlusconi, qui espérait une revanche, est maintenant critiqué par certains de ses alliés pour sa tactique politique d'affrontement direct avec Romano Prodi, qui n'a donc pas donné les résultats escomptés. Une ouverture au Maroc, limitée, timide, mais une ouverture quand même dans un pays où la pression islamiste se fait sentir. Le roi Mohamed VI a décidé de confier des responsabilités religieuses à des femmes. Elles ne seront pas imams, elles ne conduiront pas la prière, mais elles pourront délivrer l'enseignement du Coran. Des femmes dans l'islam, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Aurélia Guimin, Didier Dahan. Son diplôme en poche, Kadira nous conduit fièrement ce matin sur son futur lieu de travail. Ici, c'est la mosquée du quartier où j'ai été affectée. Je commencerai la semaine prochaine, si Dieu le veut. À 32 ans, cette licenciée d'économie dit avoir trouvé sa voie. Elle est ce qu'on appelle ici une morshida, littéralement un guide. Ma mission, c'est instruire les femmes, leur apprendre l'essentiel de la religion, essayer d'éradiquer l'ignorance et l'analphabétisme pour qu'elles s'insèrent mieux dans la société et élèvent mieux leurs enfants. Un enseignement uniquement spirituel confié à des femmes pour des femmes. De plus en plus nombreuses à fréquenter les mosquées, elles attendent beaucoup des morshidates dans leur vie quotidienne. Quand j'ai une question que je vous pose, parfois j'ai des problèmes à poser à un homme, parfois il est loin. Donc c'est le rapprochement à la femme. Comme Kadira, 50 femmes ont déjà reçu une formation de prédicatrice. Condition préalable, connaître le Coran par cœur. Théologie, sciences humaines, communication. Dans cet institut, elles bénéficient des mêmes enseignements que les hommes, mais pas de confusion des rôles. Eux deviendront imams et présideront la prière. Elle pas. On ne peut pas inventer ce qui n'existe pas dans la religion. Les textes sont clairs. Le prophète a dit que la femme ne peut pas être imam. À l'issue de leur formation, les morshidates devront, pour 2000 dirhams par mois, le SMIC au Maroc, transmettre l'islam dans les mosquées, les hôpitaux, les écoles, les prisons. Rien de révolutionnaire selon cette universitaire laïque et féministe. Elle dénonce une mesure sans intérêt pour la place des femmes.
En fait, qu'est-ce qu'elles font, ces femmes-là? Elles reprennent le rôle qu'ont les hommes, elles développent la même chose. Elles ont des textes qui sont masculins, donc elles vont reprendre... disons que la seule différence qu'il y a, c'est que c'est une femme et que c'est pas un homme, mais les propos sont toujours les mêmes. À croire que le véritable enjeu pour le roi Mohamed VI est ailleurs. Contrer la poussée politique des islamistes, dont les sections féminines sont très actives. Principale cible visée, le mouvement radical de Nadia Yassine, qui prépare déjà sa riposte. C'est un bras de fer symbolique qui existe entre nous à tous les niveaux avec le pouvoir. Et le pouvoir est en train un peu de nous concurrencer sur ce registre-là pour saper un peu notre popularité. Nous essaierons de contacter ces femmes tôt ou tard. Depuis l'annonce de la création des Morshidat, les médias du monde entier se pressent pour les rencontrer. Mais si l'intérêt suscité pour cette première dans un pays du Maghreb est réel, l'impact, lui, reste à établir. Il y a pour l'heure seulement 50 Morshidat pour les 42 000 mosquées du pays. Retour en France avec un incendie important dans le massif de la Sainte-Victoire, près d'Aix-en-Provence. 150 hectares de pinettes ont été parcourus par le feu, mais aucune habitation n'a été menacée. Les flammes étaient attisées par un violent Mistral avec des rafales à 100 km/h. Quelques 300 hommes ont été mobilisés pour circonscrire l'incendie, ce qui a été fait en fin d'après-midi. Mistral au sud et temps d'automne au nord, où décidément le soleil se fait attendre. En ce 30 mai, il a même neigé dans les Vosges. Florence Griffon, Jean-Pierre Pasteur. Hop là, comme... Rebondis, hop. Même les vaches en sont toutes désorientées. Aux premières heures du jour, l'herbe était presque gelée et voilà qu'en fin de matinée, il neige. De quoi dégoûter la plus affamée des vaches vosgiennes. Les conséquences sur les vaches sont qu'elles donnent un peu moins de lait, perdent un peu de lait et bon, c'est relativement nerveux. Quand ils en ont marre, ils viennent devant les tables et ça crie. Il a neigé aujourd'hui sur les Vosges, le Jura et les Alpes. D'après les météorologues locaux, il faut remonter à 1984 pour trouver de tels records de froid. C'est dû à un anticyclone qui est mal placé pour nous malheureusement puisqu'il est situé sur l'Atlantique et il nous dirige un flux de nord avec des masses d'air assez froides, assez polaires. Mais les plus à plaindre, ce sont eux, les Bavarois. À 270 km de Mulhouse, faute de chasse-neige, certains sont allés à l'école en luge. Certes, ça leur fera des souvenirs. Le froid ne touche pas seulement l'est de la France. À Roland-Garros, pour admirer les jupes des filles, il fallait regarder sur le court, uniquement. Dans les tribunes, les plus branchés portaient écharpes et gants. Il paraît qu'ils pourront les oublier pour la Pentecôte. Ça commence en tout cas à faire un peu long. La préparation du bac suite avec ce soir un candidat forcément remarqué. Il est tout simplement le plus jeune à passer l'épreuve. 14 ans tout juste. Il s'appelle Lee Dintan. Il adore les mathématiques. À Nice, correspondance Nathalie Jourdan, Mathias Second. Assez joué. Au pas de charge, Lee rejoint sa place au premier rang. À 14 ans, en terminale S, le plus jeune candidat au bac révise la Géo, capitale de la Libye. Par contre, je suis un peu vite. La Géo, c'est pas son fort, 14 de moyenne tout de même. C'est en maths qu'il collectionne les 20. On murmure même qu'il corrige parfois son professeur. Oui, ça peut arriver, mais j'allais dire, ça se passe dans la bonne humeur. Il propose des solutions peut-être plus simples, plus rapides. Des capacités peu communes dont il fait bénéficier ses grands camarades. On peut lui poser des questions dans certaines matières, surtout les maths et la physique, chimie, qu'il adore beaucoup. S'il joue au tuteur, c'est parce qu'il s'entraîne à devenir enseignant, de maths bien sûr. La recherche, très peu pour lui. Le gros problème avec la recherche, c'est que si on est chercheur mais qu'on n'est pas trouvé, ça sert à rien. Alors que dans l'enseignement, au moins, on enseigne et on risque pas de se tromper. Quand il ne fait pas de maths, il se détend en potassant la cryptologie. Si. Pourtant, ses parents n'exigent de lui aucun miracle. Donc il est son bac, c'est le plus important. La mention, ça peut être que mieux. Lui, la mention très bien, il en rêve, mais prudent, il table plutôt sur une petite mention bien, on ne sait jamais. La 7e édition d'Immeubles en Fête, il s'agit, vous le savez, de partager un moment avec ses voisins, retrouver un peu de convivialité. On parle beaucoup du repli sur soi, mais l'opération est un vrai succès. Plus de 450 villes y participent ce soir. À Lyon, reportage Denis Sébastien, Olivier Jacquelin. Dis donc Roger, on passe pour voir si ce soir tu viens. Il est le pilier de cet immeuble construit dans les années 30. Voilà 40 ans que Gérard Gault, jardinier à la retraite, habite ici. Depuis quelques jours, impossible pour les locataires
d'ignorer que ce soir, c'est la fête des voisins. Boire le verre de l'amitié avec nous. C'est la 4e année que l'immeuble participe à la fête. Au fil du temps, Gérard Gault et sa femme y ont associé l'ensemble du quartier, composé en grande partie de logements sociaux. Ils en sont désormais certains, les relations de voisinage ne sont plus les mêmes après un moment passé autour d'un verre. Des fois, on se croise dans la rue, on se parle pas, quoi, ou un petit signe de tête, tandis que là, bon, ça permet de mieux parler. Et après, bon, on se salue d'une autre manière. Avant, quand on faisait une fête de quartier, tout le monde participait, quoi. On voudrait que ça soit la même chose aujourd'hui, quoi. Modestement, l'immeuble prend petit à petit quelques couleurs. Sur la place, les premiers voisins à profiter de la soirée sont les enfants de l'école. Eux n'ont pas trop de difficultés à faire le premier pas. Ça permet de tisser un peu des liens, de se voir après, pas être anonyme dans le quartier quand on se rend compte ensuite, et puis de partager. Partager un gâteau, partager une boisson, et puis faire plaisir aux enfants. Regardez bien vos petits, faire la course en sac. Intégrer les nouveaux venus, faciliter les rencontres à travers des jeux, voilà pour le menu de la soirée. En espérant que les échanges entamés ce soir ne resteront pas sans lendemain. Sport Roland-Garros, retour gagnant 5 ans après pour l'ancienne championne Martina Hingis. Elle s'est qualifiée en moins d'1 heure pour le deuxième tour. Côté français, victoire notamment de Gaël Monfils et Paul-Henri Mathieu. Julien Benedetto, Mathias Barrois. C'est un peu comme si elle s'amusait à remonter le temps. Martina Hingis avait quitté Roland-Garros en 2001, lassée d'échouer dans la course au titre. 5 ans après, la précision et l'intelligence de jeu sont intactes. L'américaine Raymond est expédiée en 2-7, 6-2, 6-2. Une victoire pour exorciser de douloureuses défaites sur le court central. 1999, battue en finale par Steffi Graf, Hingis craque et tente de sécher la cérémonie de récompense. Elle reviendra, raisonnée par sa mère, mais conspuée par le public parisien. Venir ici 5 ans après, c'est totalement différent. Je ne suis plus une gamine de 18 ans, je me sens beaucoup plus mûre en tant que joueuse et femme. L'expérience, voilà sans doute ce qu'il manque à Tatiana Golovin, 18 ans, battue sans gloire par la chinoise Zheng. Heureusement pour la France que mon fils a gagné sa bataille. Au bout de 4 heures de jeu et 5-7, contre l'Écossais Murray, mon fils, 19 ans, gagne le premier match de sa carrière à Roland-Garros. C'est toujours très délicat de jouer, on va dire, à Roland-Garros, devant sa famille, ses copains, devant le public. On a envie de tellement bien faire que c'est dur, quoi. Donc je suis vraiment content de m'être sorti vraiment aujourd'hui, entre guillemets, de cette merde, quoi. Cours numéro 14. Galvanisé par ses copains venus en voisin, le Parisien Mathieu Moncourt, 21 ans, 213e joueur mondial, sort le Brésilien Daniel en 4-7 pour son premier Roland-Garros. Je pense que c'est une très belle récompense pour moi, pour mon entraîneur, pour mon entourage et tout. Et j'ai essayé de savourer un peu, là j'ai un jour de repos demain, ça va être super. Bravo. Première victoire, premiers autographes. À Roland-Garros, les belles histoires s'écrivent aussi à l'ombre des grands cours. Football à 10 jours du mondial, un nouveau test pour une équipe de France malmenée par son public le week-end dernier. Demain, les Bleus rencontrent le Danemark à Lens où ils sont arrivés aujourd'hui. Manuel Tissier, André Germain. Ah, l'ère de la campagne, la quiétude des terrils lensois pour oublier la capitale et le Stade de France. Les Bleus viennent chercher un peu de chaleur chez les gens du Nord. Les sifflets de Saint-Denis samedi ont marqué les visages et les esprits des footballeurs français. Pour son deuxième match de préparation, l'équipe de France devrait trouver un tout autre accueil demain au Stade Bollaert. À Bollaert, on siffle pas, on encourage. C'est pas pareil, quoi. Non, parce que nous, on est content de les avoir. Et même si les gentils supporters lensois ne sont pas admis à l'entraînement ce soir, les Bleus rêvent d'une vraie ferveur populaire contre le Danemark demain et contre la Chine mercredi à Saint-Étienne. Je sais que le public lensois, le public stéphanois sera derrière l'équipe de France. Je dis bien derrière l'équipe de France, derrière un maillot bleu, derrière une idée, et derrière cette équipe qui a envie d'aller à la Coupe du Monde. Pour sa préparation, l'équipe de France a décidé de limiter ses apparitions publiques en dehors des matchs. Alors que les Brésiliens remplissent des stades entiers pour quelques exercices, les Bleus ont choisi la discrétion. Et si on n'est pas content, allez voir le Brésil alors. On est en France, c'est des joueurs français, vous faites... Je veux dire, chacun est différent. Il faut accepter les choses comme elles sont. Nous, on accepte bien vos critiques quand elles sont dans les journaux, même si on n'est pas d'accord avec vous, on les accepte. Alors vous, de l'autre côté, vous devriez accepter de la façon dont nous, on compte vivre. D'accord Patrick, ce sera peut-être la bonne méthode pour décrocher un second titre de champion du monde. Avec la leur, les Brésiliens en ont déjà 5.
Musique, lui est un des guitaristes et chanteurs les plus connus au monde. Il s'appelle Mark Knopfler, ex-leader du groupe Dire Straits. Elle est l'une des grandes voix de la country music aux États-Unis. Elle s'appelle Emmylou Harris. Ils ont décidé de faire un disque ensemble et seront à Paris sur scène dans quelques jours. Bruno Ledreff, Chloé Lecomte. Vous n'en aviez même pas rêvé, pourtant ils l'ont fait. Mark Knopfler, le guitariste de Dire Straits, et Emmylou Harris, 40 ans de scène rock et country à travers les États-Unis. Ils chantent ensemble, c'était il y a quelques jours à Bruxelles, leur premier concert sur le sol européen. Sur scène, ils s'amusent. En revanche, l'interview, c'est pas la joie et ça se voit. Mark Knopfler joue du cure-dent avec presque autant de talent que la guitare et il aurait presque la tentation de s'enfuir. Allez, allez, on revient. On a tous les deux débuté dans des clubs de folk. C'est comme ça qu'on a appris nos premiers accords de guitare. Enregistrer cet album a vraiment été facile. Il suffisait que je chante les superbes chansons de Mark. Et la nourriture était bonne. Elle était bonne. Une nourriture américaine, sans aucun doute. L'Écossais Knopfler en a écrit du country bien western. Sa musique est vraiment unique. Sa manière de chanter, son jeu de guitare, vous le reconnaissez tout de suite. Que préférez-vous chez elle? Je trouve qu'il y a une grande honnêteté chez elle. C'est quelqu'un de vrai. Que fait-il mieux que vous? Rien. Il joue incontestablement mieux à la guitare que moi. C'est à peu près tout. Mais encore, elle chante mieux, elle est meilleure, elle sait mieux vivre. Mais j'apprends. Oui, mais tu es toujours marié. Pas marié à la ville, mais marié sur scène, pour le meilleur, bien sûr. La mort d'un grand metteur en scène, le réalisateur japonais Shohei Imamura avait remporté 2 fois la Palme d'Or à Cannes pour la Ballade de Narayama, c'était en 1983, et pour L'Anguille en 1997. Il était considéré comme l'un des pionniers de la nouvelle vague nippone. Il avait 79 ans. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, encore de la fraîcheur. 20h50, un film inspiré d'une vie, Lucie Aubrac, avec Carole Bouquet et Daniel Auteuil. À demain.